Bonjour à tous. Quand j'ai écrit cette histoire, j'imaginais vraiment qu'elle pourrait faire partie d'un moment de partage. Des parents avec leurs enfants, mais aussi pourquoi pas à l'école, dans les moments de lecture et de lecture partagée, d'un niveau à un autre, d'une classe à une autre, d'une maîtresse aux enfants, d'un maître à ses élèves. Je rencontre moi aussi à l'école beaucoup d'enfants qui nécessitent un peu de calme, de retrouver le calme. On est tous surstimulés. Alors je me suis dit que peut-être, à travers cette histoire, Gaspard aiderait l'enfant à retrouver une sorte de sérénité. Et du moins, ça pourrait l'aider peut-être pour travailler son attention, accéder aux clés de son identité, à comprendre ses émotions et savoir que des émotions passent à travers lui et lui font ressentir des moments agréables comme des moments désagréables et que ces moments le poussent à agir d'une certaine manière. Et peut-être en comprenant mieux cela, il peut appréhender un petit peu mieux la relation avec les autres et la relation avec lui-même. Je me suis interrogée finalement sur le langage intérieur. Oui, parce que quand on est petit, on va vite dans son imaginaire. On réfléchit, mais on réfléchit en rêvant, en pensant, en imaginant, en se projetant, mais quelquefois aussi en repensant à des choses du passé. Et aider l'enfant à se positionner sur ce qui lui passe par la tête, ça peut devenir aussi un jeu, une façon de discuter, une façon de faire pause à un moment dans la journée. Et je me suis dit que peut-être ces attentions-là et les différentes activités que je vous propose dans ce prolongement peuvent aider à discuter, dialoguer et à prendre un peu de temps avec l'enfant pour l'aider à cheminer vers la construction de lui-même. Il y a 3 personnages. Gaspard, le héros principal, et puis son ami Petit Lézard. Et puis il y a un personnage qui, pendant la première lecture du livre, est inconnu. On ne sait pas à qui il s'adresse, en fait. C'est un interlocuteur. Et il discute, ce personnage, avec Gaspard. Il est attentionné. En fait, il s'agit de la maîtresse. Cette maîtresse est un personnage mystère. Et finalement, ça peut nous emmener à dialoguer avec l'enfant pour savoir, d'après lui, qui est la personne en face, à qui s'adresse-t-il. Cette notion du qui peut devenir un jeu, savoir si Gaspard s'adresse directement à la personne et donc utilise le pronom personnel tu, s'il parle de lui-même, s'il s'inclut aussi dans une conversation avec un autre personnage. Il ne va pas utiliser les mêmes pronoms personnels. Et donc je me voyais bien poser des questions aux enfants, leur demander alors là, il parle de lui, il parle à quelqu'un, il s'adresse directement à lui? Ou est-ce qu'il parle d'une personne qui n'est pas forcément à côté de lui et dans ce cas, il utilise soit la troisième personne du singulier, il, elle, et peut-être au pluriel, ils, elles, avec notamment l'histoire des robots. Quand on va travailler sur l'identité, on va travailler d'abord sur l'identité de Gaspard, du personnage du livre, et non sur l'identité directement de l'enfant, mais par projection et peut-être après par prolongement, on peut emmener une réflexion qui porte à ce qu'il se questionne lui aussi sur qui il est vraiment. Tout au long de l'histoire, Gaspard va ressentir des émotions, on va aussi s'apercevoir qu'il pense, et il a pensé de différentes manières. Soit il va penser en se replongeant vers le passé, donc il fera appel à des souvenirs, soit il fera appel à des envies, donc peut-être aussi des projections, et aussi, du coup, des inquiétudes qui sont liées aux émotions. Mais une émotion un peu anticipée, comme si l'émotion venait de quelque chose que l'on prévoit et que l'on n'est pas véritablement sûr, ou alors
peut-être quelque chose qu'on ne maîtrise pas tellement. Et un enfant, on le sait tous, peut être inquiet sans forcément se rendre compte de son inquiétude. Très vite, à chaque page, on peut se positionner dans sa manière d'être au monde, soi-même. Peut-être nous, en tant que lecteurs, comment est-ce qu'on se trouve par rapport au monde? Et puis, on peut entamer une discussion avec l'enfant. Et lui-même, est-ce qu'il se pense? Est-ce qu'il se voit agir? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, lui, alors que Gaspard a monté ses projets? Et puis finalement, on arrive à y prendre en compte à la fois soi-même en se construisant par rapport aux autres. Réussir à être présent à soi-même, c'est faire de la place en soi afin de comprendre quelle place on occupe et ainsi prendre en compte celle des autres. En réfléchissant ainsi, en prenant le temps de se poser et de se questionner, on devient un peu moins colérique, on fait moins de caprices, ou du moins on se rend compte qu'on est en train de faire un caprice. Et petit à petit, on grandit. Comme le plus dur, c'est de réussir à exprimer tout ça, dans les pages suivantes, je propose des idées, sorte de vivier d'activités à mener, des moments à partager, tout ça pour amener l'enfant à se construire son identité, comprendre ses émotions, appréhender le calme et le silence et finalement se positionner sur le fonctionnement de ses pensées. Sur YouTube, mais aussi sur les autres plateformes de streaming comme Apple Music, Spotify, Deezer. Je mets à disposition certaines de mes musiques qui peuvent aider à vous plonger et à les plonger dans un univers de sérénité et surtout les amener sur cette attention à l'écoute et la place qu'on peut donner au silence, même à travers le son. Alors voilà, première fiche, on peut les emmener à parler d'eux-mêmes, tout simplement par un échange, mais aussi en leur faisant créer un personnage, sur tout support. Ça dépend ce qu'on a et ce qu'on veut et le temps qu'on a. On peut le dessiner, mais on peut aussi en faire de la pâte à modeler, on peut faire de la peinture, bref, tout ce qui vous passe par la tête. On peut leur laisser le temps de se projeter dans un imaginaire et puis de parler de cet imaginaire dans lequel ils veulent évoluer aujourd'hui, soit après la lecture, soit avant, peu importe. Surtout s'ils ont déjà eu la lecture de cette histoire une première fois, ils peuvent déjà un petit peu savoir, eux, dans quelle direction ils vont vouloir aller aujourd'hui. Et puis ils peuvent aussi avoir envie de transformer le récit, c'est-à-dire faire évoluer l'action autrement, l'histoire autrement, peut-être inventer un autre personnage, lui donner un nom, le décrire. Bref, tout est ouvert, toutes les possibilités sont là. Pour ce qui est des émotions, je pense que c'est bien de l'envisager comme un petit rituel. Par exemple, une fois par jour, avant le coucher, c'est bien pour faire sortir ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, comprendre pourquoi on a réagi comme ça, ou à un autre moment dans la journée, si on prend le temps du bain, de la douche, après la douche, avant de manger, pendant manger. Mais de le faire assez régulièrement. Voilà. Et amener à exprimer comment on se sent. Tout simplement, sans juger. Aujourd'hui, je me sens. C'est bien aussi de commencer la phrase avec « j'ai eu du mal quand ». Alors, j'ai eu du mal quand quelqu'un m'a mal parlé, quand moi j'ai fait quelque chose, mais se rendre compte qu'à ce moment-là, je n'étais pas bien. Et on termine toujours par quelque chose de positif. Aujourd'hui, j'ai réussi à réussir. Ça peut être même quelque chose de petit, mais ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? Et on reste avec cette idée. On ne juge pas, on énonce. Si on n'a pas envie de parler de soi, on peut aussi utiliser les émotions de Gaspard et s'arrêter sur une des pages, un moment, et demander à l'enfant, à ton avis, qu'est-ce qu'il ressent là? Et montrer que le ressenti n'est pas dit, mais c'est quelque chose qui est induit
et qui va transpirer puisque nous aussi, on va le ressentir. Donc c'est quelque chose qui va émaner, qui va nous toucher nous aussi, alors que ce n'est pas à nous que ça arrive. Et ça va pouvoir nous relier à l'idée de la sensibilité et finalement faire comprendre que certaines choses extérieures peuvent nous affecter alors qu'on en est à la base étranger. Et puis, bien évidemment, que certaines choses nous touchent directement et donc rentrent en résonance avec notre état actuel. D'ailleurs, je précise que pour parler des émotions, j'ai construit un petit abécédaire des émotions que vous pouvez trouver à partir d'un QR code que j'ai mis et que j'ai intégré dans le livre, qui donne accès à un site dédié, complètement intégré et fermé, en toute sécurité, pour les enfants et les parents. Alors maintenant, on rentre au niveau des pensées, le fonctionnement des pensées, faire comprendre à l'enfant ce à quoi il pense, qu'est-ce qui lui passe par la tête. Alors effectivement, on va travailler sur la concentration. Je vous rappelle que des musiques sont là pour aider, les miennes, mais d'autres aussi, vous en trouverez et vous ferez votre choix. Les moments où l'esprit part ailleurs, ah oui, parce que ça, on déconnecte vite. Et moi, à l'école, je les vois, on déconnecte, on s'en va. Mais quand on prend le temps de jouer à ce petit miroir de qui part ailleurs et où je suis partie, finalement, le retour au présent se fait assez bien et on se rend compte de plus en plus quand est-ce que notre esprit divague. Donc voilà, les différentes activités qui vont suivre et que je vais vous lire sont les activités proposées autour des pensées. On peut dessiner ce qu'il y a dans ma tête aujourd'hui, à l'instant T, là, maintenant. Je prends une feuille, je dessine ce à quoi je pense. Peu importe, je ne juge pas, je dessine. Et je me rends compte que c'est peut-être le repas de ce soir qui me donne trop envie, que c'est peut-être la voiture dont je rêve et que mes parents vont acheter. Alors ça ne suffit pas de dessiner, là c'est vrai que c'est bien d'en parler. On peut jouer aussi au tri des images. Par exemple, on peut prendre des illustrations dans le livre, les montrer à l'enfant et dire, voilà, entre ce que tu vois et ce que Gaspard dit, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, l'image où il veut aller sur la Lune, on s'arrête dessus et on dit, il veut y aller. Est-ce qu'il y est allé ? Est-ce que là, à cet instant-là, on est sûr qu'il va y aller ? Donc on se rend compte progressivement que c'est une projection, c'est un désir et un souhait. Ce qui marche bien aussi, c'est de changer les bulles de pensée. C'est-à-dire que sur une image, on peut aussi demander à l'enfant, imagine là maintenant ce qu'il pense. Parce que dans l'histoire, tout n'est pas dit, tout n'est pas raconté. Gaspard va faire des actions, mais sur ces actions, qu'est-ce que lui, à ton avis, il pense ? Et puis mon activité préférée autour de cette lecture, c'est amener les enfants à repérer les pensées de Gaspard, c'est-à-dire identifier quand le personnage écoute, avec attention, quand est-ce qu'il se projette ou quand il se souvient. Parce qu'on va se rendre compte que quelquefois, il est attentif, qu'il écoute, qu'il peut être étonné même de ce qu'il va entendre, mais que dans cette attitude, il est concentré et il porte son attention vers le message qui lui est envoyé de son interlocuteur. Ça semble bête, mais de moins en moins, on prend le temps d'écouter intégralement l'information qui nous est donnée. Après, moi, personnellement, j'ai joué à associer un son à une émotion. Moi, j'aime bien les faire extérioriser cette émotion. Et ça peut être un son chanté, un son crié, un son chuchoté, mais un son vocal ou un son produit par un objet, donc un instrument ou un objet autour. Et on va réfléchir à construire le son de l'émotion. On n'en prend qu'une, ça suffit pour l'atelier, pour l'activité, et on travaille à créer ce son. J'ai fait la même chose pour le son de la pensée. C'est une pensée, un souvenir, c'est une pensée qui nous projette dans quelque chose, un souhait. Et comme ça,
on se rend compte que dans notre tête, ça peut sonner différemment. Quand je pense à quelque chose, je ne pense pas de la même manière et je ne ressens pas la même chose. Alors, quand on est plus grand et si on est plus nombreux, par exemple dans une classe ou dans un petit groupe ou un atelier d'animation, on peut jouer au théâtre. Un enfant joue le personnage réel et un autre joue les pensées du personnage. On peut prendre la scène qu'on veut dans l'histoire, on va la refaire et on a en face de nous finalement notre pensée, la pensée du personnage qui est une identification sous nos yeux, qui va prendre une part de réalité. Quand ils sont plus grands, ils peuvent aussi s'amuser à imaginer d'autres souvenirs, d'autres pensées, d'autres projections. Ils peuvent les écrire sur support donc narratif, mais ils peuvent aussi les dessiner, les théâtraliser, les chanter. Après, on peut faire un autre jeu, le jeu du ping-pong de la pensée. Par exemple, je suis face à un camarade et moi, je suis le corps, lui est ma pensée, mais on va inventer complètement là où ma pensée peut être partie. Et le but du jeu, c'est de penser le plus de choses, même délirantes, même si ce n'est pas la réalité. Donc en fait, c'est pour apprendre à simuler le fait que notre esprit part facilement ailleurs et que finalement, quand ça va nous arriver, on va se rendre compte que, ah bah oui, finalement, moi aussi, j'étais partie dans mes dernières vacances d'été. Donc c'est simple. L'enfant dit « je suis ici », le copain dit « mais ma pensée est à la montagne ». Et on enchaîne. Le deuxième dit « je suis ici », et quelqu'un d'autre dit « mais ma pensée est… » etc., etc. La partie que je préfère, c'est la partie où on développe la concentration et l'écoute. Alors vous avez à disposition plein de musique, plein de sons, sur ma chaîne, mais sur d'autres. Et vous pouvez tout à fait avoir autour de vous une sorte de panier d'objets sonores. Et à partir de ces objets, vous allez jouer à les faire identifier. Il faut fermer les yeux. On fait entendre quelques sons de manière continue. Alors, il faut commencer simple. Trois sons, c'est déjà bien, selon l'âge. Et si l'enfant n'est pas capable de nommer le son, on va l'emmener à le décrire. Est-ce que c'était un son qui brille, un son qui était grave, un son qui était fort? Est-ce que, à ton avis, c'était avec du bois? Le tout, c'est d'emmener à repartir dans la mémorisation. C'est pas de trouver la solution, le nom scientifique, c'est de repartir dans son ressenti et de refaire un schéma comme ça mémoriel, puisque on aura ainsi créé un lien entre la concentration et le résultat mémoriel. La frise sonore, c'est à peu près la même chose, mais on peut partir sur l'idée que là, l'enfant, maintenant, connaît un peu les objets du panier. Et sur ces objets-là, on va s'en resservir exprès pour qu'il retrouve l'ordre, pour qu'il se concentre sur l'ordre d'apparition. Donc là, il n'a plus la problématique de les décrire. Il sait ce que c'est, il les a déjà entendus. Donc on peut aller un petit peu plus loin, on peut en faire 4 ou 5 et voir s'il est capable de les nommer dans l'ordre. Puis on peut augmenter. Des défis, c'est toujours bon, mais il faut y aller tranquillement. Donc peut-être 7 sons continus par la suite. 8, 10. On n'est pas obligé non plus d'être dans l'action, dans le faire. On peut aussi être simplement dans l'apaisement et donc un moment de mise au calme, un temps calme, une détente corporelle. On va mettre une musique. Et dans ce temps d'écoute, on va emmener notre corps à se détendre. À la fin, on pourra simplement lui dire « Alors, tu étais parti où ? Est-ce que tu as eu l'impression de voyager ? Est-ce que tu as imaginé une scène ?» Et quand on retrace comme ça l'exploitation du cheminement, en fait, ce cheminement qui est emprunté par l'esprit, on se rend compte que nous-mêmes, on a voyagé à travers soit des souvenirs personnels, des envies ou notre propre imagination. Si on veut un peu plus d'action,
Là, cette fois-ci, on va utiliser le geste, le mouvement pour attirer l'attention, pour la garder en nous. Par exemple, le jeu du chef d'orchestre, collecter et s'entraîner à des postures, des gestes et des mouvements sans déplacement, avec des images du livre ou des moments du livre. On prend une image et puis quelqu'un va faire un geste et ce geste va retracer un moment clé du livre que l'on a aimé. Une fois qu'on est un peu à l'aise avec ce type de jeu, on peut jouer, c'est-à-dire une personne propose un geste, il fait quelque chose et l'autre personne imite en suivant au plus près ce qui est proposé. Peu importe si là on ne fait pas le lien avec la scène de l'histoire ou le moment de l'action, en fait on est concentré sur le geste qui est fait et on imite comme un miroir ce qui est fait par l'autre. Le principe c'est on se concentre sans anticiper. J'ai pas le droit d'aller plus vite que le modèle et je suis obligée d'être attentive. On peut varier les jeux aussi en travaillant avec des dictées percussives. Je suis en face de l'enfant, je propose un rythme et puis en face de moi, il va s'amuser à reproduire exactement le même rythme. Et pour ceux qui sont plus observateurs, on peut ouvrir le livre au hasard, prendre une image. Pendant 1 minute, on la regarde, on ferme le livre et on demande de restituer le maximum de détails. Quelquefois, on se rend compte qu'on est vite à court. Donc là, on peut l'aider et puis on peut dire, t'as pas vu des formes, il n'y avait pas des couleurs qui t'ont sauté aux yeux. Est-ce qu'il y avait des objets, des gros objets, des petits objets? Est-ce que les images étaient plutôt en haut, en bas? Donc on va travailler aussi sur la spatialisation. Et cette idée de spatialisation est quand même inhérente, très importante à cette volonté de travail sur l'inhibition. Donc à partir de la marche consciente, là il y aura un déplacement. La marche consciente, à différents degrés, on va emmener notre corps à avancer dans l'instant en étant attentif à ce qui se passe au moment où on marche. J'ai mis une musique Ramasser les étoiles qui va dans ce sens. Mais on peut le faire sur n'importe quelle autre musique ou au départ sans musique, dans le silence. On guide simplement. On dit j'avance, je sens mes pieds dans mes chaussures, je lève ma main, je me baisse, je m'arrête de marcher, je me tourne. Et on le fait avec l'enfant. Et on en invente d'autres. Chaque description se veut tranquille et sans enchaînement rapide. Il y a la même chose qui pourrait s'apparenter à un parcours silencieux, c'est-à-dire que là, on définit en amont le parcours que l'on va faire. On peut même y ajouter des petits défis de motricité, mais on sait que ce parcours va devoir se faire dans le silence et que tout bruit sera compté comme une petite pénalité, par exemple, si on joue à plusieurs. Et ces pénalités, il va falloir ensuite réussir à les gommer, donc peut-être avec un autre jeu. Le prochain jeu pourrait être justement d'écouter ce que le corps va devoir faire. On va lui dire une liste de choses, mais donc on va l'énoncer, on ne va pas le montrer, on ne va pas faire le geste nous-mêmes. Et donc dans cette liste d'énonciation, qu'on va complexifier selon l'âge de l'enfant, là, il est dans cette écoute de mémorisation et le but d'exécuter ce modèle sans erreur. Là, on est dans le développement de l'attention longue sur une consigne orale avec proprioception. Par exemple, on peut raconter une histoire. On dit « je marche dans la forêt, je me baisse pour ramasser une pierre. Je mets la pierre dans mon autre main et je retourne d'où je viens. » Et l'enfant va devoir exécuter cette phrase-là en la rendant vivante par son action et juste en respectant l'ordre de l'énoncé. On peut simplifier, bien sûr, en enlevant un peu des objectifs, ou alors on peut complexifier en sortant d'une description narrative
et en donnant simplement des actions. Je marche, je me baisse, je ramasse un objet, je jette, et selon l'âge, je jette à droite, je jette à gauche, ou je jette devant, je jette derrière, etc. Et puis le jeu des statuts sonores, pour développer le contrôle de soi et de l'attention, alors c'est simple, tout le monde l'a déjà fait, bouger avec la musique, on s'arrête quand la musique s'arrête. Mais pendant qu'elle s'arrête, je choisis un mouvement que j'exécute dans le silence. Et à la fin du jeu, c'est bien de prendre un petit moment pour discuter avec l'enfant et lui dire « Alors, écoute, tu as entendu ton corps? Comment est-ce qu'il était dans ton mouvement? Est-ce qu'il était droit? Est-ce qu'il était tordu? Est-ce qu'il était baissé? Est-ce qu'il était courbé ?» Juste l'amener à se reconnecter à son ressenti corporel. Est-ce que tes mains touchaient quelque chose? Est-ce que tes pieds étaient au sol? Et comme l'attention, ça se travaille comme du sport, tout ça on le fait régulièrement. On s'amuse, on augmente les intensités des défis. On simplifie si on sent un peu de fatigue. Et puis on n'oublie pas d'utiliser aussi l'observation du silence. Par exemple, on utilise un sablier. Alors il existe des chronomètres, mais moi j'aime bien le sablier parce qu'on voit le sable descendre et il en existe à toutes les minutages qui nous intéressent. Donc 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et ne serait-ce que 30 secondes de silence, c'est déjà intéressant. Pendant que le sablier coule, on a une posture d'écoute et on respire, tout simplement. On inspire et on souffle. Et pour ceux qui ne tiennent pas en place, on peut aussi dire « Et si on essayait d'entendre son cœur ?» Là, forcément, on est obligé de s'arrêter de bouger pour essayer de l'entendre. Le jeu du relais de la concentration, c'est une sorte de cadavre esquis pour développer l'attention collective. Il faut être plusieurs et porter attention aux autres. Ça, c'est très important dans « je me construis », mais je me construis moi par rapport aux autres. Chaque enfant ajoute un mot, un geste, un son. On le détermine au départ, ce qu'on a le droit de faire. Et on enchaîne en reprenant toujours le premier, le deuxième, le troisième, et j'ajoute le quatrième. La cinquième personne va refaire 1, 2, 3, 4, 5, et il va rajouter la sixième idée. Voilà, le mieux, c'est de commencer d'abord, quand on n'a pas l'habitude de jouer à ça, juste avec des mots. Après, on peut faire juste avec des gestes. Après, on peut faire juste avec des sons. Et puis, quand on devient super fort, on se dit, là, on agite les 3 possibilités. Et donc, ça devient un peu rigolo. Faut pas oublier que c'est quand même dans le jeu et l'aspect ludique des choses que l'on se construit et que l'on progresse le mieux. Et voilà, une activité que l'on peut faire en début de journée ou en fin de journée, un peu comme un rituel. On écoute une musique courte, on dessine, ou alors on va écrire une petite phrase où on exprime l'émotion ressentie. Il faut juste se décider avant ou avant le rituel. Et ça développe l'écoute active, la concentration sensible, et ça permet le retour au calme. Au niveau de la temporalité, l'histoire est simple au niveau de l'utilisation des temps, mais volontairement, elle peut nous ramener à l'essentiel, le présent, le passé, le futur. Et pour les plus grands, on pourrait travailler à la distinction du passé composé et de l'imparfait. À quel moment le passé composé est utilisé et pourquoi là, il y a l'imparfait. Mais pour le plus petit, simplement se dire, ça c'est quelque chose de maintenant, ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé, c'est déjà un travail sur cette roue du temps que je développe, moi. C'est une manière d'aborder en fait la conjugaison et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et pour le langage, je vous en ai déjà parlé un petit peu au début. Pendant tout le récit, Gaspard dialogue avec un personnage dont on ne connaît pas l'identité. Nous pouvons élaborer un questionnement proposant de prouver qu'il s'agit bien d'un personnage féminin. Par exemple, à un moment, j'y ai mis l'accord du participe passé. Bon, pour les plus grands, s'amuser
à retrouver pourquoi on avait déjà l'indice que c'était une femme. En tant que parent, ça peut valoriser la lecture d'un plus grand qui lirait cette histoire à son petit frère ou à sa petite sœur en lui disant, tu vois, toi, tu étais capable de le comprendre avant lui. Et là, on en vient au sujet de l'énonciation et donc de la distance en fait avec l'utilisation des pronoms personnels. L'utilisation de la première personne du singulier incite à travailler sur l'identité et l'individu et sa place dans le monde et dans sa relation avec les autres. Le tu, dans mon histoire, est réservé à la personne mystère. La troisième personne du singulier, elle est réservée à Petit Lézard. Ou alors au départ de Petit Lézard, à son voyage qu'il veut lui aussi faire. Et le nous, on se rend compte que Gaspard s'implique à l'intérieur du nous. C'est nous, c'est Gaspard, et dans l'histoire, l'autre enfant dont parle Gaspard. Parce qu'ils partent explorer un autre univers. Le ils, ce sont les robots sur la planète Mars et les cahiers. Par contre, seul le vous manque. Peut-être parce que Gaspard nous invite à observer, ressentir et interpréter librement. Ce n'est pas un manifeste de développement personnel, c'est juste une histoire. Mais une histoire, si on prend le temps, peut nous amener à grandir.